au retour d'expérience de Rempla France. Le Knowledge Sharing Webinar, c'est une initiative qu'on a prise il y a quelques mois et qui est destinée à justement partager la connaissance collective qu'on a développée. Ça fait plus de 7 ans que les INSEAD Business Angels Alumni France existent, plus de 45 dossiers en portefeuille, un taux de réussite qui est tout à fait remarquable, tout domaine confondu, énormément de domaines, il n'y a aucun domaine interdit. Et on s'est dit, au bout d'un certain temps, on a travaillé sur des dossiers, on a participé, on a investi, on a quitté certains projets, que ce serait intéressant de partager avec la communauté, à la fois des business angels actuels et des business angels potentiels, un petit peu de ce retour d'expérience. Alors, c'est très informel, ce n'est pas documenté, il n'y a pas une thèse écrite sur le sujet, mais on a pensé qu'en live, c'était bien, et de le faire 3-4 fois par an. Ça, c'est la seconde fois. Et j'ai le plaisir de présenter l'équipe Rempla France. Si tu veux juste passer, voilà. Avec les deux cofondatrices de Rempla France qui vont venir nous raconter, Delphine et Mathilde vont nous raconter leurs aventures, comment on a collaboré, parce que moi j'ai eu la chance de faire partie de leur comité stratégique. Donc on a vécu un certain nombre de choses ensemble. On va croiser les regards sur ce qu'a été ce parcours qui a amené Rempla France à rejoindre Viadeco Group au cours du second trimestre de cette année. Et si vous vous rappelez, second trimestre de cette année, on était déjà en plein confinement Covid, ce qui veut dire aussi que le business continue, que les opérations de M&A continuent, que les investissements continuent. Et c'est justement spécialement important d'être auprès de nos startups dans ces moments qui peuvent être parfois un petit peu challenging. Donc, je vais surtout me taire et laisser la parole à Delphine et Mathilde de nous présenter Rempla France, que tout le monde ne connaît peut-être pas encore, mais je vous garantis qu'à la fin de la session, vous connaîtrez et vous serez admiratif de Rempla France. Voilà. Vas-y. Vas-y, Delphine. Bon. Bonjour à tous. Je me permets donc de vous présenter Rempla France avec Mathilde qui doit être aussi connectée. Alors, notre histoire, on a créé Rempla France en 2016 à la suite d'un constat sur notamment l'industrie de la santé. On a lancé donc un simple job board de mise en relation de médecins, donc d'offres et de demandes. À l'époque, il y avait trop rien de structuré. Donc l'idée, c'était d'atteindre 20% de part de marché, notamment sur les médecins libéraux. On était à l'époque 2 ETP, donc Mathilde et moi-même. L'idée, ça a été de consolider 2016 à 2018 une communauté de professionnels de santé. Jusque-là, donc c'était un modèle freemium. On ne vendait aucun service en fait à notre communauté. Il fallait vraiment arriver à une taille critique afin que justement rien ne soit déceptif pour nos utilisateurs. Donc en 2018, on a atteint cette fameuse masse critique, communauté. Et donc là, on a étendu notamment aux paramédicaux, on a monétisé le job board, on était à plus de 30% de part de marché sur les médecins généralistes et on avait une équipe de 12 ETP. Donc, c'était assez intéressant, mais ça ne nous permettait pas de scaler le business et de créer quelque chose de plus rentable et de plus gros. On avait plus d'ambition avec Mathilde. Donc, en fait, fin 2018, début 2019, notamment avec notre comité stratégique et Patrick, on a opté pour un pivot de notre modèle vers notamment un modèle de cabinet de chasse et de recrutement. En fait, notre asset initial via le job board, c'était notamment les candidats de professionnels de santé, donc médecins et paramédicaux. Ça a une certaine valeur parce que c'est un marché hyper pénurique. Et on a vraiment développé cette BU de chasse et de recrutement, donc début 2019. Et on a également lancé des outils digitaux pour accompagner les ressources humaines, donc les départements RH, des cliniques, des hôpitaux, avec notamment des solutions de mobile app pour les candidats, pour des missions court terme, et une plateforme SaaS pour tout ce qui va être recrutement long terme.
Donc aujourd'hui, en 2020, on est à peu près 16 ETP. Comme le disait Patrick, et l'histoire de ce pourquoi on se réunit aujourd'hui, on va parler notamment de l'acquisition de Diadeco Group de Rempla France, notamment pour développer la partie Adéco Médicale, leur branche Healthcare. Donc voilà rapidement notre histoire ces 4 dernières années. Je reprends très rapidement nos business lines. On a d'abord un job board, ensuite on a développé une partie chasse, placement et recrutement, et ensuite nos outils. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on vend avec différents business models et différentes recurring business. Voilà, l'idée c'est vraiment de consolider ce qu'on a en partant de notre asset qui était notre communauté. Nos chiffres clés, donc en 4 ans, on a regroupé plus de 50 000 utilisateurs sur le job board, dont 20 000 candidats. On a un split 60-40 médical-paramédical. Il y a plus de 32% des médecins généralistes, en fait, libéraux qui utilisent le site et 15% des infirmiers libéraux. Donc, je parle bien de professionnels installés en libéral, pas forcément des salariés à l'hôpital. On est très connoté libéral et un ADECO médical sera très salariat. Donc, il y a déjà une première complémentarité que vous pouvez imaginer. On a donc plus de 6 000 annonces qui sont tout le temps actives. Et après, voilà, nos top professions, nos top régions, vous les voyez à l'écran. C'est pas hyper important pour notre discussion aujourd'hui. Mathilde, n'hésite pas si tu arrives dans le call. Je pense qu'elle a un petit problème technique. Je reprends la main sans problème. Notre développement, donc là, on voulait faire un petit point sur la partie notamment trésor et financière, parce que c'est hyper important quand on lance un business, surtout que les 2 premières années, donc je mentionnais on était freemium, donc on n'avait aucune entrée de cash via une certaine commercialisation de nos activités. Donc on a fait beaucoup de choses avec Melsil. Je pense que c'était un petit peu notre force, en tout cas pour impulser le business les 2 premières années. On a été chercher des subventions, des prêts d'honneur, on a essayé de se faire accompagner voilà, par des gens qui croyaient en nous et qui voulaient s'investir, que ce soit avec du mentorship ou du financier. On a également été chercher des banques, donc avec des prêts bancaires, attention, sans caution perso. On le redira jamais assez. Voilà, faites tout pour ne jamais signer de caution perso parce que vous ne savez pas de quoi demain, l'avenir, de quoi il est fait. On a en 2017 fait appel à notre entourage proche avec un petit peu de love money et une première levée d'amorçage sur lequel BPI a abondé en plus. Donc, on a levé un peu moins de 500 000 euros, notamment avec l'INSEAD Business Angel et Angel Santé, parce qu'on était bien sûr dans l'industrie de la santé. Et également le fonds d'investissement, donc IRD Nord Création, qui est un fonds du Nord, parce qu'à la base, on est lilloise avec Mathilde. Donc voilà, ça s'est goupillé comme ça a plutôt bien marché. Donc voilà, notre comité stratégique était notamment représenté par une personne de l'INSEAD, 2 personnes d'Angel Santé et une personne de l'IRD. Ça a plutôt bien fonctionné. On avait également aussi en associé un médecin généraliste. C'était hyper important d'avoir aussi la compétence métier à nos côtés. Mathilde, plutôt la compétence finance et moi, plutôt la compétence produit et marketing. Donc, c'est vrai que tout ça, ça a bien matché. Vous pouvez voir qu'on ne s'est pas arrêté là. On a également fait des concours. On a été notamment très bien soutenu par la ville de Neuilly à travers des concours, de l'hébergement également. En 2019, voilà, on a fait croître le business. Donc, on avait du chiffre d'affaires. On a eu un petit peu de chiffre d'affaires en 2018. On a vraiment développé le chiffre d'affaires en 2019. Donc, notre focus était plus sur la génération de leads clients. On n'a pas été chercher d'autres accompagnements financiers. Et cette fameuse acquisition, le 16 avril 2020, en plein Covid, avec tous les rebondissements qu'on va vous expliquer par la suite. Alors, je vais prendre la suite, Delphine, si tu veux, parce que tu ne me vois pas, mais je suis revenue. Je suis désolée, j'ai eu un petit bug. Parfait. Et du coup, je voulais vous présenter donc avec Delphine les différentes options de rachat qui se sont offertes à nous. La première, ça a donc été le groupe Adéco qu'on a rencontré. Alors, on reviendra un petit peu dans la slide suivante sur les détails du process entier, mais ce sont les premiers à avoir fait une proposition.
Et en fait, sur le conseil de notre comité stratégique composé notamment de l'INSEAD, quand on a eu cette première proposition de rachat, ils nous ont dit, mais allez voir un petit peu aussi ce qui se passe ailleurs, vous pourriez intéresser d'autres personnes. Alors, je voulais dire aussi une chose sur cette slide, c'est que parce qu'on avait évidemment pas pour objectif au bout de 3 ans de vendre déjà la start-up, si ce n'est que l'offre qui nous avait été faite par Adecco était très intéressante financièrement, si jeune pour nous, enfin très rapidement en fait dans le process. Les avis du conseil étaient relativement différents, mais on a su s'entendre sur un consensus. Et en réalité, une fois que vous avez en tête et que vous avez pris la décision de vendre, c'est assez compliqué parce que c'est ce qu'on a fait pendant tout un temps jusqu'à ce qu'on concrétise l'offre de vente. C'est très difficile de se mettre dans un état d'esprit de dire, OK, d'un côté, je vais mettre toutes les options en place pour développer mon business et le continuer, le faire croître de manière autonome avec des financements d'investisseurs qui soient juste financiers, et de se dire, je m'engage dans un processus de revente à 100% à un groupe. Donc, une fois qu'on était parti et qu'on s'est dit, OK, la meilleure option pour Rempla France, c'est d'être adossé à un grand groupe. On a cherché donc les autres possibilités de rachat, et il y en a 2 qui nous sont apparus très rapidement. Ce sont d'ailleurs des investisseurs qui nous ont mis en relation avec les 2 autres potentiels racheteurs. Il y en a un, c'était un groupe de santé qui est très connu, qui avait été racheté lui-même par un autre groupe. Donc, c'était vraiment un très gros conglomérat. La proposition était différente puisque eux nous proposaient de monter à hauteur de 20% du capital avec une valorisation qui était encore plus élevée d'ailleurs que celle que proposait Adecco sur les premiers 20%, mais moins certaine puisque il y avait donc 7 industriels qui rentraient dans le capital pour une grosse partie, 20%, et ils avaient une option d'achat à 80% pour monter à 80% du capital, et il ne resterait plus que Delphine et moi, les 2 fondatrices, à la fin, et 2 ans plus tard, éventuellement, de monter à 100%. Donc, avec là, pour le coup, une obligation, quand ils étaient à 80, de monter à 100 2 ans après, avec des valorisations sur des multiples qui étaient tout à fait correctes. C'était vraiment une très belle offre, et surtout qui était réalisée par des interlocuteurs de très grande qualité. On les a fait tenir le plus longtemps possible, puisqu'Adecco, vous le verrez, a été très très long dans sa prise de décision et d'avancement en réalité. Et en réalité, quand on est arrivé sur la finalisation, on était donc en plein premier confinement, hein, puisque c'était fin mars, début avril. Et eux nous ont dit le projet d'acquisition est reporté puisqu'on attend de voir un petit peu les conséquences de la crise sanitaire. Ça ne voulait absolument pas dire que c'était mort, mais en tout cas, il y avait un report. Donc voilà. Et la deuxième offre que nous avons eue, c'était une très grosse start-up lilloise d'ailleurs, qui avait pour projet, qui venait de lever 20 millions d'euros et qui avait pour projet de nous acquérir, parce qu'on avait un business qui était relativement similaire. Eux, ils étaient tout secteur et ils voulaient vraiment donner un focus santé, et donc on aurait pu vraiment les aider là-dessus. Et donc finalement, vu les prix qui avaient été proposés par Adecco et le groupe santé, finalement, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas s'aligner, qu'ils se mettaient trop en risque par rapport à la levée qu'ils venaient de réaliser. Mais c'était très intéressant, en tout cas pour nous, de rencontrer les 3, et ça nous a permis aussi, côté Adecco, de pouvoir avoir justement un pouvoir et de ne pas être pieds et poings liés avec un seul acheteur. Donc ça, c'était une très bonne remarque et des très bons conseils qui nous avaient été donnés donc, par nos investisseurs. On peut reprendre point par point un petit peu le processus de rachat par Adecco pour vous montrer à quel point ça a pris du temps et que initialement, c'était une opportunité plutôt business qui nous a finalement fait atterrir en 2020 sur un rachat.
Donc, en fait, un premier conseil, c'est que tout contact est hyper important et qu'il faut faire bonne figure pour chaque rendez-vous et puis se rappeler un petit peu des gens, de l'écosystème et essayer après par la suite de le leverager d'une manière ou d'une autre. Donc, en gros, courant 2018, on a rencontré via contact le DG d'Adéco Médical. C'était plutôt pour une opportunité business, un partenariat. On était finalement en frontal avec eux, donc voilà, ça s'est pas fait, mais on se connaissait, on connaissait les interlocuteurs. Bon voilà, classiquement en décembre, on lui souhaite la bonne année. Voilà, finalement ça fonctionne. On n'était pas trop pour, mais ça fonctionne. Ça nous a permis en fait, en tout cas, de lui faire un petit peu un update de nos avancées. Donc courant février. Sur notamment un appel d'offres, Mathilde a échangé avec lui. Donc, ça nous a permis également de lui montrer qu'on était présent sur des appels d'offres publics, privés, qu'on se consolidait. Et donc là, tout de suite, ça a un peu déclenché une discussion il faut qu'on se revoie, on se voit à nouveau, vous avancez hyper vite, vous êtes hyper agile, choses qui ne sont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, je me rappelle très bien, en avril 2019, voilà, on allait donc à Lyon, à Villeurbanne, parce qu'ils sont basés là-bas. Et dans le train, on avait un seul objectif avec Mathilde, c'était de leur dire, voilà, on ne peut pas faire de business ou de partenariat. C'est soit une acquisition à 100% pour développer autre chose au sein du groupe et de manière assez connexe à Adéco Médical, soit ça n'a pas fonctionné parce qu'on était vraiment en frontal. Et on a réussi en tout cas à bien expliquer par A plus B ce qu'on pensait faire et ce qu'on pouvait faire. Et de là, voilà, une première discussion en fait de rachat est née, donc avril 2019. Et après, par la suite, voilà, on va dire le cheminement classique d'une rencontre avec du coup les différents DAF. Une première LOI, juillet-août, il ne s'est vraiment rien passé, la France s'arrête. Première LOI en septembre, qu'on a du coup négocié. Il y a des termes, il n'y a pas que le montant du rachat, il y a pas mal de termes et de clauses finalement à discuter déjà sur une première LOI. Du coup, en novembre, ils sont revenus avec une deuxième offre qu'on a acceptée. Et ensuite, en 2020, parce que pareil, en décembre, il ne se passe trop rien en France, en janvier 2020, plutôt mi-janvier d'ailleurs. Je fais juste une toute petite aparté, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Avec Delphine, donc Rampe la France, c'est notre première start-up et donc tout était nouveau et donc ce processus aussi de rachat était totalement nouveau pour nous et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas très bien. Alors oui, on a été accompagné par un avocat spécialisé, mais à un moment on s'est dit on va essayer, il nous a dit essayez de négocier un petit peu, donc c'était entre septembre et décembre, essayez un petit peu de négocier les termes de votre achat. Et en fait, c'était juste pour dire que c'est jamais la même histoire qui se répète. C'est-à-dire que notre avocat, il dit normalement, voilà, c'est un jeu, on va dire ça, ils vont répondre ça, etc. Et en fait, quand on a essayé de faire rentrer justement en considération un petit peu tout ça, quand on a à un moment fait rentrer quelqu'un qui était vraiment spécialisé dans les acquisitions, on n'a jamais réussi en fait à avoir le répondant de l'autre côté, c'est-à-dire que quand on envoyait un message, il n'était jamais compris. Et ça nous a un petit peu à un moment fait peur. On s'est dit mais on risque de casser le deal. Et donc c'est juste pour dire qu'il n'y a pas vraiment, c'est sûr, même il n'y a pas de règles. Et nous, notre rachat fait vraiment partie de ces deals qui ne sont pas consensuels et qui n'ont pas vraiment suivi les règles classiques, si tant est que des règles existent. Mathilde, je vais juste compléter ce que tu dis là. Il y a Oui. la règle théorique, Ouais. que ce soit sur les startups ou pour les plus gros deals en M&A, il n'y en a jamais deux identiques. Et en particulier pour une raison fondamentale, c'est que c'est un accord, et ça je crois que tout le monde doit l'intégrer, c'est des accords entre des personnes. Ce n'est pas des accords entre des organisations, ce sont des personnes avec qui on négocie. C'est avec des personnes qui elles-mêmes sont dans une structure avec des positionnements, des responsabilités, des engagements. Et il n'y a pas deux modèles, on ne peut pas calquer de l'un sur l'autre, parce que les conditions aussi de pression et de température qui environnent le deal sont elles-mêmes différentes.
Oui. Non, il y a quand même un certain processus que vous décrivez ici qui suit à plus ou moins grande vitesse. Il est important de dire que tout était au début, en 2018, un contact informel. Ça aussi, j'insiste là-dessus et je le constate à chaque fois. Une conversation d'aujourd'hui, c'est peut-être un deal de 2021, c'est peut-être un deal de 2022. Donc, et tu l'as dit, Mathilde, chaque interaction, c'est à la fois un go-no-go et c'est le moment de briller. Il n'y a pas de petites interactions. Toutes sont super importantes. Mais sauf qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, comme, comme Delphine l'a dit, mais sur autre chose. Oui. Ça, c'est très vrai. Et je pense que on pourrait croire qu'on a eu de la chance parce qu'on a revendu au bout de 4 ans, mais maintenant, avec du recul et surtout les feedbacks de nos investisseurs, et vous étiez quand même nombreux à nous soutenir, une des forces de l'équipe qu'on forme avec Delphine, c'est qu'on a énormément échangé avec tout notre environnement et au sens très, très large. Alors parfois, on peut avoir l'impression qu'on perd du temps, mais en réalité, comme tu le dis, Patrick, on ne perd jamais de temps et on fait en sorte que ce soit qualitatif avec chacun des interlocuteurs qu'on a eu. Et je peux vous dire qu'on en a rencontré vraiment, vraiment un paquet. On a fait beaucoup, beaucoup de soirées. On a passé beaucoup de temps et il y a toujours quelque chose qui ressort de chaque rencontre, globalement. Tu veux enchaîner sur 2020 ? Et du coup, je peux enchaîner. En fait, après, les choses sont rentrées dans un ordre un peu plus classique parce que Adecco a engagé du coup son cabinet d'avocats. Et là, on est rentré dans la phase relativement classique, effectivement, de l'audit. Alors, je trouve que les chiffres que nous avions donnés, c'est en fait, on cherchait une valorisation, on a donné des chiffres. Ils sont arrivés sur la valorisation qu'on attendait, franchement, à très peu de choses près. Et l'audit a surtout été, mais je pense que c'était ça assez intelligent de leur côté, voir qu'il n'y avait pas évidemment de grosses failles juridiques et financières, mais ça a été sur les personnes, la qualité des outils, mais ils n'ont pas tellement challengé, et là on était un petit peu étonnés, ils n'ont pas tellement challengé sur la qualité de la base de données, la véracité même de la base de données, parce que c'était quand même le gros de notre prix tenait là-dessus. Et ensuite, après, là où ça s'est compliqué, c'est la crise sanitaire dont on a été un peu victime. Nous, on voulait une date de signature, et ça, c'était quand même assez clair depuis début janvier au 13 mars, parce qu'il fallait qu'on arrête une date, et c'était celle-là qui était dans nos têtes. Pour plein de raisons, ils nous ont toujours embêtés pour que ça se fasse le 31 mars. On a fini par lâcher et dire OK. Et en réalité, tout était prêt avec les avocats. Vraiment, tout était prêt. La facture s'est élevée quand même, était quand même assez salée, on va dire. Et le 30 mars à 19h, on était chacune confinées dans un endroit. J'ai reçu un appel du directeur général d'Adecco Médical qui était notre interlocuteur privilégié. Et j'ai senti dans sa voix qu'il n'était pas bien, alors qu'on avait vraiment une super relation. Et il nous a dit on est incapable de signer demain comme prévu, donc quand même à moins de 24 heures de la signature. Et il m'a dit, et quand je lui ai dit mais enfin c'est pas possible, on est tellement prêt, et il m'a dit je suis vraiment désolée, il me faut l'accord du CEO au monde. Bon, c'est quand même Adecco, c'est une des 500 plus grosses boîtes du monde, hein, donc on est vraiment tout petit, hein, pour eux c'est un apéritif, et donc ça nous paraissait incroyable, mais vis-à-vis du nombre de personnes qui venaient de mettre au chômage, ils ne se sentaient pas de faire un investissement dans une start-up sans demander l'avis du CEO au monde. Et là, moi, j'avoue, et c'est toujours l'intérêt d'avoir un binôme, moi, comme j'avais eu cet appel et que j'avais senti la détresse dans la voix de mon interlocuteur, parce que lui aussi, hein, il avait mis beaucoup en jeu, notamment au niveau de ses équipes, je me suis dit, OK, ça ne se fera jamais. Et puis bon, on n'avait pas réalisé un bon mois de mars, et l'avenir était quand même relativement sombre, donc c'était très très dur pour moi, pour Delphine aussi. Et en fait, c'est là où le binôme intervient. Delphine, elle ne voulait pas croire que ce soit mort, et du coup j'ai dit OK, c'est toi qui prends le relais avec ce DG pour voir où est-ce qu'on peut aller.
Et donc c'est ce qu'elle a fait. On a pour garder justement toujours ce côté positif. Et c'est Delphine du coup qui a dit bon bah voilà, on se tient au courant. Donc elle continuait à l'appeler un petit peu pour voir comment ça se passait avec la crise du Covid. Et avec l'avocat, on a envoyé une lettre pour leur dire que s'ils ne nous achetaient pas, on considérerait que ça serait une killing acquisition et qu'on ne resterait pas les bras croisés parce que c'était quand même notre concurrent numéro un et il avait quand même toutes nos données. Donc, c'est vrai qu'on s'était mis quand même nous aussi en risque en ouvrant nos portes. Et on leur avait mis une deadline au 9. Et en fait, ils nous ont répondu le 9 matin à 8 heures, même un peu avant 8 heures du matin, que le CEO Monde avait signé. Et donc après, tout s'est mis en branle et on a pu signer effectivement le 16 avril. Donc voilà, c'est la leçon, comme le dirait Delphine, c'est que tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Et ça, c'est très très vrai. Mais on n'est pas peu fiers finalement d'avoir réussi à tout signer pendant ce confinement et cette crise. Et le dénouement a été heureux et nous n'avons pas revu, malgré la crise, nous n'avons pas revu les termes de l'achat. Et pour compléter Mathilde, juste sur finalement ce mois de mars qui était qui était une réelle péripétie pour nous, ce qui a peut-être fait la différence, c'est l'humain. Parce qu'il y avait vraiment des valeurs partagées entre donc, notre interlocuteur et nous-mêmes. Globalement, c'était le bon père de famille avec 4 enfants. On avait un peu les mêmes valeurs. On savait en tout cas comment lui parler et l'adresser. Et il n'a pas non plus lâché parce que voilà, il y avait un affect. Il y a un affect qui est né, même si bien sûr il n'y a pas que ça. Il y avait vraiment le business qui suivait, etc. Et cette vision commune. Et finalement, cet humain qui a été au cœur et un peu au centre, finalement, ce fameux 30 mars, ce soir, quand on a échangé au téléphone, qui a permis de se dire, OK, on a fait beaucoup de choses, mon équipe a aussi fait beaucoup de choses récemment, on lâche pas et il lâche pas. Et en fait, il n'a pas non plus lâché. Donc vraiment, je pense que l'humain peut être au cœur de beaucoup finalement de belles histoires et de belles finalités. Alors, je vais juste appuyer un tout petit peu là-dessus, sur l'histoire de l'humain, parce que au fur et à mesure qu'on a regardé les dossiers ces dernières années, de plus en plus, la dimension humaine et celle de l'équipe dirigeante est devenue importante. Je dirais qu'à l'origine, il y a 7 ans, on regardait le projet technique, on regardait le marché, et relativement peu, franchement, les équipes. Tout le monde s'accorde à dire maintenant qu'il y a le projet, le marché, la techno, l'intention, et il y a le deuxième pilier qui est l'humain. Juste pour renforcer là-dessus, parce que vous ne l'avez pas dit, mais vous avez été, on va peut-être en parler maintenant, mais vous avez été très transparente, mais pas trop transparente. C'est-à-dire que vous ne nous avez pas sollicité toutes les 45 secondes, parce que d'abord, on ne pouvait pas faire grand-chose toutes les 45 secondes, mais vous nous avez tenus informés. Vous n'avez pas déguisé la réalité, il n'y avait pas de bullshit. Et ça, c'est absolument clé, parce que c'est clé pour la confiance, justement, lorsque c'est difficile. Effectivement, on a pas mal échangé, on partageait aussi des doutes, hein, d'accord. On a travaillé on va parler aussi sur la préparation même des négos, de voilà, s'il dit ça, qu'est-ce que je fais. Donc, on était vraiment là pour on demand. Mais ce qui était extrêmement important, et je crois que c'est l'une des belles expériences ici aussi, c'est oui, il y a des valeurs partagées, et puis il y a une façon de mettre en œuvre les valeurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir les valeurs, mais aussi il faut être conforme à ces valeurs. Et là, cette alchimie a été absolument essentielle dans la réussite de cette opération qui, franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient pu y croire qu'en plein Covid, un groupe comme Adecco allait signer cette opération. C'était statistiquement totalement improbable. Ouais. Oui. Et du coup, si justement, ça va faire très bien le lien, Patrick, avec quel est le rôle du comité stratégique. Alors, juste pour vous donner une idée, dans le comité stratégique, chez nous, il y avait donc Delphine et moi-même, les cofondatrices, Timothée, qui est notre associé médecin,
Il y avait chez vous donc Patrick, et après en membre, et non, pardon, excusez-moi, et j'ai oublié, évidemment, on avait notre fonds d'investissement nordiste, Nord Création, qui était représenté par Christophe, qui était aussi là. Et après, en membre consultatif, il y avait aussi un membre, enfin 2 membres d'ailleurs, de Angel Santé. Notre fer de lance avec Delphine, c'était vraiment, comme le disait Patrick, d'être transparente. On l'a été depuis le début de nos relations avec les investisseurs. Je pense que la raison, elle est double. Déjà, parce qu'on a eu la chance de pouvoir choisir nos investisseurs. Et que là-dessus, on avait été conseillé par plusieurs start-upers qui nous avaient dit c'est vraiment important, c'est comme un mariage, il faut bien s'entendre. Et du coup, comme on était en confiance avec les investisseurs qui constituaient notre comité stratégique, on avait vraiment envie d'être transparente et ça nous a permis de donner, si vous voulez, toujours de faire part de nos doutes, etc. Et les investisseurs, quand on les rencontrait, ils nous disaient toujours, bon, quel est le problème? Où est-ce que je peux vous aider? Et en fait, nous, on livrait nos problèmes parce qu'on savait derrière, on avait une écoute intelligente et qu'ils allaient proposer des solutions à nos problèmes. Donc, on avait tout intérêt à en faire part puisque derrière, ils allaient tout faire pour les régler. Et donc, dans la même veine, quand on a eu cette proposition de rachat, on en a parlé et franchement, ils ont été de très, très bons conseils. Je dirais que écoute et conseils, et concrètement, comment ça s'est manifesté, déjà, ça nous a permis d'aller voir d'autres acquéreurs, hein, comme on vous en parlait plus tôt. Derrière, on a eu aussi la possibilité de faire intervenir des gens qui étaient plus capés sur les fusions-acquisitions, puisque, comme je vous le disais, on n'y connaissait pas grand-chose. Et surtout, ils nous ont toujours dit que, parce que nous, on avait un moment peur, hein, on ne va pas vous mentir, comme on avait prévu de faire une levée de fonds en septembre 2019 et qu'on était déjà en mars, les caisses étaient plutôt vides que pleines et l'avenir n'était pas très reluisant. Et ils nous ont toujours dit, nous on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire si ça ne se fait pas, on va mourir. Et ils nous ont dit mais jamais vous mourrez puisque je vous rappelle qu'on est là et qu'on remet au pot. Et donc, c'est vrai que ça nous permettait, nous, même si on n'était pas complètement sereine, hein, pour être tout à fait transparente, encore une fois, on se disait, OK, on a quand même un plan C qui est la levée à nouveau avec des investisseurs et on a quand même des KPI qui ne sont pas négligeables, qui nous montrent qu'il y a de la croissance et du potentiel. Donc, on peut continuer. Il fallait changer de mindset et comme je vous disais, ce n'est pas forcément évident quand on se met dans la tête qu'on va vendre que derrière, d'aller continuer toute seule, ce n'est pas pareil. Mais ceci dit, on avait quand même ça en tête. Et donc voilà, donc ce support du comité stratégique, c'était vraiment très, très, très important. Et puis effectivement, on n'était pas forcément tous d'accord. Il y en a qui nous disaient, notamment, je pense, si je ne me trompe pas, que le fonds d'investissement il nous a dit c'est une offre que vous devez accepter parce que ça ne se présente pas toujours 2 fois, ça peut être dans très longtemps. Voilà, donc il était plutôt pour. Et si je ne me trompe pas, Patrick, vous et Angel Santé, vous étiez un tout petit peu moins enclin à ça, mais malgré tout, après avoir discuté, après ajustement, et on en parlera un peu après, avoir confronté nos projets personnels, la direction que prenait Rempla France et comment on voyait les choses, on est tombé quand même sur un consensus et au final, comme à chaque fois, se dire ok, on y va et on négocie le mieux possible pour satisfaire tout le monde. De toutes les façons, je pense qu'au final, ça satisfaisait tout le monde, hein, mais voilà, on se dit toujours peut-être on peut attendre et faire mieux. Bon, là, on a préféré prendre le cash tout de suite et se dire que Rempla France avait de plus belles chances de croissance demain avec l'adossement à un grand groupe. Donc voilà un petit peu ce qui nous a permis aujourd'hui d'avancer. Alors, juste reviens en arrière 2 secondes. Je vais juste compléter un peu ce que tu as dit sur quand les options ont été mises sur la table et puis l'offre d'Adecco est arrivée. L'avantage d'avoir un CS, je crois l'avantage d'avoir un CS qui s'entend bien avec les dirigeantes et les dirigeants,
c'est de pouvoir aussi faire de réfléchir à voix haute. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Et nous-mêmes, moi, je veux dire, ma propre attitude, moi j'étais dans le doute, et je pense qu'on a eu un échange collectif et intéressant et productif, parce que au lieu d'être tous sous le même point de vue, avec la même conclusion, sans dire que pour ma part j'ai joué un peu l'avocat du diable, mais quand même, c'est important de mettre toutes les options sur la table. Alors maintenant, je vois Mathilde qui sourit parce que tu ne l'avais peut-être pas perçu comme ça, mais l'intention, c'est aussi, si tout le monde est d'accord, ça sert à quoi, hein? Donc c'est important d'être dans un désaccord, mais dans l'intention d'être en accord, pas juste pour être désagréable et contradictoire. Et en fait, je pense que ça aussi, cette espèce d'interaction, de sparring partner, c'est le job du CS, et c'est le job des dirigeants d'exiger ça du CS. Ce n'est pas juste d'aller présenter les trucs en disant tiens, voilà ce que j'ai décidé, signe en bas à droite, ciao bella. D'accord? Donc, cet échange dans la confiance, absolument clé. Et effectivement, on a toujours été sur on a atteint un consensus, et puis extrêmement rapidement. Enfin, c'était en minutes, c'était pas en années-lumière, hein. C'était en minutes. Voilà. Tout à fait. À propos de minutes, je vois le temps qui file. Donc, on passe à la suite. Voilà. J'essaie de lire en même temps les questions. Je n'avais pas vu que vous nous en envoyiez. Je répondrai après sur la question sur la communication aux équipes en interne de Rempla France. Aujourd'hui, la cohérence entre les objectifs personnels des dirigeants et des investisseurs, je pense que on est un petit peu répondu. On essayait à nouveau d'être transparente pour... je ne sais pas si Delphine l'a précisé au départ, mais on est donc deux femmes. On s'est mariées pendant l'aventure Rempla France. On a chacune eu 2 enfants. Donc, voilà, notre vie, elle a continué. Pour autant, on est toutes les deux assez bosseuses et plutôt très bien organisées. Donc, voilà, pour être très honnête, au tout début, donc c'est Delphine qui a été enceinte la première. On a quand même fait bien les choses. On l'a fait au fur et à mesure. Et la première fois, donc Delphine était enceinte et on présentait, c'était le moment où on pitchait justement à des investisseurs pour trouver les fonds. Et on avait hyper peur de se dire, OK, comment vont le prendre les investisseurs s'ils voient que Delphine est enceinte. Et en fait, on a rencontré quelqu'un. Sachant que 90% des salles, à chaque fois, c'était quand même que des hommes. Voilà, oui, c'est une chose qui est dite. Et en fait, on a rencontré une personne qui nous a dit, mais si jamais on vous fait la remarque, surtout vous fuyez, c'est pas les investisseurs avec lesquels vous avez envie d'être. Et c'est assez vrai. Et donc voilà, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, on a choisi nos investisseurs et ils savaient qu'on était des femmes, qu'on était dans l'âge où on construisait aussi nos vies personnelles. Et tout ça pour vous dire que c'est archi possible, hein, parce que nos maris, ils sont pas à la maison. Hein, donc on arrive vraiment à pouvoir faire à pouvoir gérer ces deux vies en parallèle, c'est complètement possible. Et après, concernant la vente, je trouve que la question... elle est dans la lignée du reste. Il fallait, oui, il y avait un équilibre personnel à trouver, mais c'était plus sur la volonté, c'était pas tellement l'équilibre perso-pro, c'était plutôt sur dire, le projet, il partait très fort sur le recrutement, qui n'était pas notre passion à l'origine. Nous, on voulait vraiment le diriger plus vers les outils digitaux. Et là, on commençait à avoir des gros concurrents, et donc il nous fallait... en fait, il nous fallait un gros groupe pour avoir une force de frappe commerciale importante. Donc, c'est là où on se disait que l'intérêt de l'entreprise était de passer par le grand groupe. L'intérêt des fondatrices, c'était justement qu'en se disant, en passant par le grand groupe, on va pouvoir se concentrer sur les outils digitaux, c'est ce qui nous amuse le plus. Et les investisseurs, leur intérêt, il était aligné avec le nôtre, puisqu'ils cherchaient la réussite de l'entreprise et la maximisation de leurs profits. Et qui passait par la motivation de nous et de notre équipe. Donc, je pense que tout était relativement aligné. Et encore une fois,
on n'a jamais rien caché, on a toujours tout dévoilé au comité stratégique et aux investisseurs, parce que évidemment, on prenait toujours toutes les décisions avec le comité stratégique, mais on avait aussi pris le pli tous les 6 mois de communiquer à l'ensemble des investisseurs, ce qui permettait de donner à chacun un petit aperçu de où on en était. On posait souvent d'ailleurs à la fin des questions en disant bah, voilà, si vous voulez nous aider, voilà, vous pouvez nous aider. On cherche à rentrer en contact avec tel type de boîte, tel type d'interlocuteur, on cherche des fonds. Enfin, voilà, on mettait toujours des questions comme ça et ça permettait d'avoir pour les investisseurs, s'ils le voulaient, la possibilité de s'investir autrement que financièrement dans la vie de l'entreprise. Et pour compléter Mathilde, aussi cette communication auprès de tous nos investisseurs tous les 6 mois, ça nous permettait, mine de rien, de ne pas forcément recevoir des calls tous les mois, par-ci, par-là. Donc, ça nous permettait aussi d'être assez focus et de transmettre des infos globales et finalement à tout le monde sans être interrompu parce qu'un tel veut nous appeler, prendre des petites nouvelles, etc. Donc, ça nous permettait aussi finalement que ce soit assez organisé et très transparent toujours. Voilà. Et puis au moment de la session, au moment du closing, enfin pré-closing, moi de mon côté, j'informais les autres actionnaires INSEAD Business Angel de l'avancement des choses, là aussi pour vous protéger, parce que ce n'est pas la peine de vous interrompre dans la négo, mais aussi pour les garder on top, parce que évidemment, ça les concernait tout à fait directement. Donc, et je reviens juste sur les objectifs personnels. On avait eu cette conversation depuis le début. Rappelez-vous, on a eu la conversation depuis le début sur qu'est-ce que vous voulez faire avec ce projet. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce projet? Qu'est-ce que vous voulez faire vous-même vis-à-vis des options de sortie? On a eu cette conversation tout au début. Et si je peux donner une reco à la fois aux porteurs de projets et aux investisseurs, c'est d'avoir ces conversations importantes au début, pas à la fin. Parce qu'à la fin, c'est trop tard. C'est au début qu'il faut se dire les choses et on se dit, ouais, là, avant de signer, et c'est avant de signer, hein, avant de signer le chèque, c'est ouais, j'y vais pas. Et si j'y vais, c'est clair, et on part sur cette direction. Et ça, c'était aussi très important. Il ne faut pas découvrir au milieu du gué qu'en fait, pouf, on se retrouve tout seul, on est lâché. En fait, les gens ne nous avaient pas raconté la vérité de leurs intentions. Elles évoluent dans le temps éventuellement, mais il faut avoir cette conversation dès avant la prise de participation. Tout à fait. Et du coup, juste avant de passer à la slide, et si c'est à refaire, et bien sûr, on referait. Comment avez-vous géré le process de communication avec les équipes? Alors, on n'a pas une équipe qui est très grande, hein, parce qu'à l'époque, on était une petite vingtaine, une quinzaine, on va dire. Donc, je rappelle, c'était en plein pendant le confinement. Ils le voyaient bien, hein, que les chiffres étaient moins bons, hein, puisqu'on a fait des mois de mars, avril et même mai pas terribles. Quand on leur a annoncé qu'on allait être acquis par Adecco, ils l'ont plutôt très bien pris. On a une équipe de jeunes et en fait, la façon dont on l'a présenté, c'est qu'on a dit on a une opportunité énorme d'être adossé à un grand groupe que vous connaissez qui s'appelle Adecco. On a négocié notre indépendance au sein de ce grand groupe. Vous allez pouvoir bénéficier du coup, des avantages du grand groupe qui sont l'intégration à des processus qui soient plus clairs, parce que parfois, j'avoue que on ne prenait pas vraiment le temps de leur faire des formations ou un onboarding très, très qualitatif. C'est justement avoir accès à un catalogue de formations énorme, la possibilité d'évoluer au sein d'un groupe. Nous, nos salariés ne viennent pas peu de très grandes écoles. Et donc, tout ce qui va être validation d'acquis, etc., c'est quelque chose qui leur parlait et qui les intéressait. Et de pouvoir prendre des postes un peu partout, c'était quelque chose qui leur a plu. Et tout en leur disant, de toutes les façons, on reste indépendant dans notre méthode de travail, on continuera à aller vite. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est dedans, on leur évite tout ce qui est long et très
laborieux, qui sont les process d'intégration à un grand groupe, ça, eux, ils ne le voient pas. C'est nous qui prenons de notre côté. Et eux, on essaie de faire en sorte qu'ils ne voient que les avantages du grand groupe. Et je pense qu'ils l'ont bien compris. De temps en temps, on fait quand même une piqûre de rappel pour dire, voilà quel est notre objectif. Voilà comment vous allez pouvoir concrètement voir les applications des synergies avec le grand groupe. Ça veut dire avoir accès, si je prends l'équipe marketing par exemple, avoir accès à des outils et à des spécialistes sur des domaines vraiment très précis, alors que nous, aujourd'hui, on avait une personne qui faisait tout, donc elle apprend beaucoup. Les commerciaux, c'est de se dire, OK, c'est facile, hein, nous, on a 6000 clients, entre guillemets, en France, donc en potentiel. Et là, voilà, c'est de se dire, on est dans un grand groupe, les 6000 clients, c'est leurs clients. Donc, ils ont chacun un account manager. Vous allez être emmené chez l'un, chez l'autre par ces account managers. Donc, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent et on leur montre un peu ces portes et on leur dit, prenez tout ce que vous avez à apprendre de ce grand groupe. Il y a des compétences partout. Et je pense qu'ils le font et ça a vraiment bénéficié à un onboarding très facile avec nous dans l'acquisition. Personne n'est parti parce que c'était quelque chose qui ne leur plaisait pas. Et du coup, si c'était à refaire, les leçons qu'on a apprises en fait ensemble, alors il y a une partie, c'est plus notre ressenti avec Mathilde, et l'autre partie, c'est plus le ressenti des business angels et notamment de Patrick. Peut-être que Patrick, on te laissera répondre sur cette partie-là. Quelque chose vraiment, un de nos conseils, c'est de s'entourer des bonnes personnes, mais pas trop de personnes non plus, parce qu'avoir plein d'avis, au bout d'un moment, en fait, on ne sait plus comment avancer, quoi choisir, et on se remet tout le temps en question, c'est assez compliqué. Donc déjà, on était déjà nous deux, plus quelques conseils, donc, mais bien s'entourer. Le meilleur conseil forcément du CS a été d'aller chercher d'autres offres et de challenger cette offre initiale, ne pas rester sur un acquis. En plus, encore une fois, tant que c'est pas signé, c'est pas fait. On a eu finalement quand même beaucoup de chance, notamment dans ce contexte sanitaire. Donc, en effet, tant que c'est pas signé, même si tout est au beau fixe, tout est green light, c'est pas fait. Et en l'occurrence, on était quand même dans un contexte où tout était assez quand même positif et du jour au lendemain, on vous appelle et potentiellement, ça ne se fait plus. Donc voilà, ne pas vendre la peau de l'ours. Et à refaire, c'est clair qu'on le referait. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir une expérience hyper globale, de la création en étant que toutes les deux, jusqu'à la montée un petit peu de l'équipe à une vingtaine de personnes, la génération de chiffre d'affaires, gestion de PNL, levée de fonds, etc. Et revente du coup au numéro 1 mondial sur le secteur du recrutement et de l'intérim. Et tout ça en 4 ans, ce qui peut paraître, qui est très court d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, on a entre guillemets encore un challenge avec Mathilde, c'est de faire en sorte que cette BU au sein de ce grand groupe, qui est du coup très grand avec certaines implications, trouve sa place et soit autonome et faire en sorte aussi que demain on soit en fait qu'on ne soit pas indispensable à la boîte et qu'on puisse partir potentiellement vers d'autres horizons et que cette BU-là en fait fonctionne et grandisse au sein du groupe et que tous nos collaborateurs montent en compétences. Donc c'est vraiment un challenge de faire en sorte de stabiliser les acquis et de se développer sur de nouveaux marchés au sein d'Adecco. Juste pour compléter un tout petit peu, on ne sera jamais une grosse BU dans Adecco puisqu'ils font 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En revanche, notre challenge, c'est d'être la BU la plus rentable. Ça, ce n'est pas impossible et on a fait quelques beaux mois. Donc là-dessus, on voudrait être marqué sur ces chiffres-là. C'est ça notre objectif. Bel objectif. Je vais être en désaccord avec vous deux sur un point. On adore. Comme d'habitude, ce n'est pas de la chance, c'est du boulot et du talent et des valeurs. Donc la chance, ouais, mais ça ne vient pas tout seul, la chance. Donc, et je crois que ça, c'est la beauté, enfin, c'est la belle aventure d'une start-up aussi, et pourquoi on peut être business angel. Si on gagne de l'argent, c'est une super bonne nouvelle, je suis ravi. Je tiens à signaler que cet argent, il est sorti de chez vous
Il est immédiatement, le mois suivant, dans moins de 4 semaines, il était rentré dans une autre start-up. Donc, c'est aussi refaire, oui, je l'ai refait déjà, je suis reparti. Et vous avez contribué à accélérer une autre start-up. Donc, bravo. Les points, je ne reviendrai pas sur tous les points qu'on a dit, mais c'est une aventure humaine, c'est un engagement, et il faut avoir cette vision haute de l'anticipation et en même temps la vision très opérationnelle. Je me rappelle de questions qu'on a débattues et je vois que Bernard Kirsch est avec nous sur le webinaire. On a débattu de choses extrêmement concrètes. Je me souviens très bien de la voiture de fonction du commercial. Hein. Donc, oui, c'est aussi ça, parce que quand on ne l'a jamais fait, comment on paye un commercial? Je n'en ai jamais embauché, combien je le paye? Et c'est aussi ça il faut savoir jongler avec ça. Il n'y a pas de petites questions. Hein. Il n'y a pas de petites questions. Et toute question, en particulier au démarrage d'une activité, peut avoir un impact extrêmement significatif. Voilà. Donc, moi, je retire ça, évidemment, ravi de repartir sur une nouvelle aventure. Et je trouve que ce que vous dites sur l'intention de pérenniser à la fois ce que vous avez créé en termes de concept, pérenniser économiquement, mais aussi de donner aux équipes qui vous ont fait confiance d'une certaine façon, qui font partie de l'aventure Rempla France, vos premiers collaborateurs, la possibilité de se développer, à eux et à elles de choisir leur parcours de vie, c'est aussi extrêmement important. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Hein, c'est pour créer de la valeur pérenne. Et je crois que c'est pour ça que moi, je suis ravi d'avoir eu l'honneur et le plaisir d'être avec vous dans cette aventure, parce que c'est quand même une chouette histoire avec les montagnes russes. Hein, que vous avez décrites. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si on a. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'on a débordé. Oui, j'ai vu qu'il y avait une dernière question sur comment on a eu l'idée au départ et est-ce qu'on avait une connaissance du secteur. Aucune connaissance du secteur et l'idée, en fait, elle nous est venue, c'est vraiment la véritable histoire, c'est que nous sommes partis en vacances avec des copains qui étaient médecins et ils nous ont dit, ah bah, nous, il n'y a pas de site qui existe, on ne sait pas comment faire pour trouver un job, alors qu'on sait bien qu'il manque de médecins partout en France et donc c'est là où on s'est dit, l'idée de base, vraiment, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour faciliter la mise en relation entre les médecins. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'était ça l'idée d'origine. Et après, la fréquence des comités stratégiques, normalement, c'était tous les 3 mois, si je ne me trompe pas, Patrick. Et c'était à peu près ça, c'était respecté. Voilà. C'est un bon rythme, il ne faut pas en faire trop non plus. Hein. Non. Mais il faut les faire proprement, avec une bonne documentation qui est disponible auparavant. Et on le fait, je crois qu'on prenait 2 heures et on le faisait vraiment à fond. Oui, tout à fait. Parce que, encore une fois, une des ressources les plus contraintes, c'est le temps. Cash is king, mais alors time is emperor. Et donc, il faut aussi savoir le préserver. Bah, écoutez, merci. Hein, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions là. Oui. De toute façon, s'il y en a encore, on saura les prendre. Avant de vous laisser le mot de la fin, Delphine Melty, je vais juste faire une petite annonce commerciale. La prochaine réunion des Inside Business Angels, session de pitch pour les futurs Rempla France, bah, c'est lundi 23 novembre à 19h, toujours sur Zoom malheureusement, mais on tient notre rythme de 5 sessions par an, 5 startups à chaque fois, 25 startups présentées annuellement. Et puis ces sessions de knowledge sharing, elles vont continuer bien sûr en 2021. En alternance avec nos sessions de pitch. Et puis moi, je finis là-dessus, je vous laisse la main et je vous remercie et je vous félicite parce que c'est une très belle histoire et c'est une très belle rencontre aussi. Je vous remercie vraiment de m'avoir permis d'y participer. C'était partagé. Merci beaucoup Patrick et Bernard, parce que j'ai vu que vous étiez là, Guillaume aussi, l'autre de mai, qui faisait partie de nos investisseurs. Merci beaucoup de nous avoir aidés et puis j'espère que cette conférence vous a permis d'avoir une petite expérience supplémentaire sur voilà, comment ça se passe vraiment de l'intérieur. On a essayé d'être le plus transparent possible, comme ce qu'on a fait lors de nos comités stratégiques. Merci de nous avoir écoutés, Delphine. Je te laisse la parole.
C'était très complet, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas, si par la suite vous avez d'autres questions un peu plus précises, on est assez disponible. Vous pouvez nous écrire sur LinkedIn sans problème, avec plaisir pour partager ou répondre à d'autres questions très précises. OK, bah, au revoir et merci. Merci.